L'ère de la micro-informatique sur ordinateur 8 bits est marquée par l'émergence d'une génération de programmeurs amateurs, écrivant la légende du jeu vidéo pendant leurs soirs et week-ends. Au milieu des années 80, un père et son fils, Serge et Ludovic Auduc, vont avec leur amis Jacques et Monique donner à l'Amstrad CPC une série de jeux d'aventure qui entrera au panthéon de la ludothèque de cette machine, la série des SRAM. Rien ne va plus sur la planète SRAM. Le grand prêtre Sinomé a fait prisonnier le roi Égresse IV et exerce en tyran son pouvoir usurpé. Pour renverser le despote, la sorcière Édualque et le vieil ermite mettent au point un plan infaillible. Téléporter un aventurier depuis une autre planète, puis le laisser se débrouiller. Il va donc s'agir pour le joueur d'explorer cet univers en quête d'indices pour découvrir comment libérer le roi. SRAM est un jeu d'aventure textuel, une fiction interactive où le joueur entre des commandes au clavier sous forme de phrases comme « parler à l'ermite » ou « donner la potion au lutin ». Les déplacements d'un écran fixe à l'autre se font avec les 4 points cardinaux, sauf là où les développeurs ont choisi d'être taquins et d'exiger une instruction plus précise comme nager ou traverser le pont. L'univers coloré de SRAM est servi par des graphismes plutôt jolis, qui usent heureusement avec retenue de la palette criarde du CPC. Pour faire tenir ces nombreux écrans sur une petite disquette Amstrad, le jeune Ludovic Auduc invente une technique stockant les instructions pour redessiner ces images, plutôt que les pixels qui la composent. Et les écrans se peignent donc devant le joueur comme par la main d'un artiste invisible. Le résultat ne manque pas de charme. L'environnement sonore du jeu reste quant à lui minimal. Après 9 mois de développement, les auteurs de SRAM doivent se mettre en quête d'un éditeur pour le commercialiser. La première porte à laquelle ils frappent est celle d'Air Informatique, un des tout premiers éditeurs français. Si cet éditeur est resté dans les mémoires pour ses propres créations originales, comme l'Arche du Capitaine Blood, sur lequel Retro Magic s'était déjà penché, ou encore Purple Saturn Day, il se spécialise initialement dans la commercialisation de jeux d'auteurs indépendants. SRAM correspond parfaitement à leur ligne éditoriale, et le contrat de commercialisation du jeu sera signé immédiatement. Seules quelques petites modifications seront demandées par l'éditeur, comme l'ajout d'un écran titre. Celui-ci sera dessiné par Michel Rowe et accompagné d'une musique composée par Philippe Ulrich, brillant touche-à-tout qui apportera sa patte à la plupart des créations d'Air Informatique et plus tard du studio Cryo Interactive. Si SRAM n'est pas la première fiction interactive illustrée sur CPC, c'est probablement l'une des plus remarquables. Sa grande force est son accessibilité, issue en partie de la flexibilité de son analyseur syntaxique, très permissif et comprenant de nombreux synonymes. Il comprend également les grossièretés, pour lesquelles le joueur sera puni et devra s'excuser avant de pouvoir reprendre l'aventure. Et si ces énigmes sont souvent assez arbitraires, défaut récurrent des jeux d'aventure des années 80, des indices sont saupoudrés un peu partout avec une générosité malheureusement assez aléatoire. Ce design, certes un peu maladroit, dégage néanmoins un enthousiasme communicatif, et le joueur se sent le bienvenu dans cet univers où tout est familier. Dans SRAM, les clés sont évidemment sous les paillassons, les cascades cachent évidemment des grottes, et les lianes servent évidemment à se balancer. Même les noms propres du jeu, Égresse, Sinomé ou Édualque, cachent à peine leur origine terrienne. Ce sont simplement des inversions des noms des auteurs ou de leurs proches. Sans même parler du nom de la planète qui donne son titre au jeu. Le jeu est néanmoins assez court et se finit en un petit quart d'heure une fois la solution connue. SRAM sera un succès critique et commercial. Il fera plus tard l'objet d'un portage sur Atari ST et PC, mais il reste avant tout un jeu emblématique de l'Amstrad CPC. Il est aussi un symbole d'une époque où la création vidéoludique provenait fréquemment de passionnés utilisant avec talent les capacités de leur machine. Le succès de SRAM rendait inévitable la sortie d'une suite, et celle-ci arrivera en un temps record, 3 mois plus tard. Le moteur et les outils de création du premier épisode sont évidemment en partie réutilisés. Si dans le premier SRAM le but était de sauver le roi Égresse IV, celui-ci se révèle un piètre monarque, despotique et autoritaire. Il s'agit donc maintenant de l'assassiner. Cette vision assez française du pouvoir sert un jeu plus construit et globalement plus cohérent que son prédécesseur. Tout se passe ici dans et autour du château d'Égresse IV. Et il existe de multiples façons d'entrer et de sortir de celui-ci. Grâce à une amélioration du moteur de stockage, les écrans graphiques sont plus grands et plus nombreux. L'analyseur syntaxique met maintenant en couleur les mots qu'il comprend dans une phrase, ce qui permet de reformuler son action si nécessaire. Autre nouveauté, le jeu gère le passage du temps, indiqué par une petite horloge dans un coin de l'écran. Le cycle jour-nuit est matérialisé par un changement de palette. Le temps a une incidence sur le jeu. Certains personnages ne sont présents dans certaines pièces qu'à certaines heures, et certaines portes ne sont ouvertes qu'en journée, comme celle de la boutique de souvenirs.
Il n'existe malheureusement pas de moyen d'attendre, et le joueur devra donc aller et venir pour passer le temps jusqu'à l'heure voulue. SRAM 2 est plus dur que son prédécesseur. Les écrans où une action malencontreuse conduit au game over y sont plus nombreux, et il y a moins d'indices pour anticiper le danger. Par ailleurs, le château grouille de gardes, dont on entend venir les bruits de pas, ainsi que de fantômes précédés d'une odeur de soufre. Et rester trop longtemps au même endroit conduit inévitablement à la mort. Le joueur dispose heureusement d'une truelle magique pour ressusciter en cas de décès prématuré, et il est également possible de sauvegarder sa partie. Avec les diverses améliorations de son moteur et ses énigmes à la logique moins fantasque, SRAM 2 est une réussite qui surpasse le premier épisode. Il perd peut-être juste un peu de son charme de joyeux fourre-tout. Si la série SRAM ne connaîtra pas de troisième épisode, son moteur servira de base à un projet ambitieux, Chin, l'énigme de l'armée de pierre. Chin est un projet cher au cœur de Serge Auduc depuis sa découverte de l'histoire de cet empereur dans le livre de Renata Pizou, L'armée ensevelie de l'empereur Qin. Un empereur à l'ambition dévorante, qui fait brûler livres et documents historiques afin que l'histoire de la Chine commence avec lui, et qui consacre sa puissance à la recherche de l'immortalité. Et dire qu'on se plaignait des Grèce 4. Le scénario du jeu est livré au travers d'un message codé dans son manuel. Ce message est signé de Liu, architecte du tombeau de l'empereur et lointain ancêtre du joueur. On y apprend que la mégalomanie de l'empereur a attiré le courroux des dieux. Sur leur ordre, Liu trace un plan du tombeau afin que le joueur puisse se faire l'instrument de leur vengeance en pénétrant dans le mausolée pour y dérober le talisman d'immortalité de Qin. Seul problème, le plan a été divisé en 5 morceaux et seule la moitié d'entre eux a survécu au siècle. Il faudra donc invoquer Wen Shen, dieu des pestilences et du temps, pour remonter dans le passé, y croiser Liu et l'empereur et acquérir les morceaux manquants. Qin est donc un jeu aux ambitions épiques et nettement plus vaste que les deux SRAM. Il tiendra d'ailleurs sur 2 disquettes, chose assez rare sur ces PC. Le jeu se déroule en 3 parties, en 780, en 220 avant Jésus-Christ et dans le tombeau de l'empereur Qin. Le moteur du jeu a encore évolué depuis SRAM. Il est maintenant capable d'afficher plusieurs images par écran, sous forme de vignettes évoquant des cases de bande dessinée. Nicolas Auduc, frère de Ludovic, rejoint d'ailleurs l'équipe comme graphiste. Quant à la musique de l'écran titre, elle est composée par Stéphane Pic, jusque-là simple programmeur qui intervient ici comme pur musicien pour une des toutes premières fois. Il passera plus tard à la postérité pour son travail sur les bandes originales de Dune et Lost Eden. Notons enfin que le jeu offrait la possibilité de sortir sa carte sur imprimante, une idée originale qui ne fit malheureusement pas d'émule. Qin avait donc tout pour devenir un classique. Hélas, le jeu est sorti au pire moment. Air Informatique, à court d'argent, doit déposer le bilan. L'éditeur est racheté par Infogrames, mais ce dernier n'investit pas pour la promotion et la diffusion de Qin. Et malgré ses qualités, le jeu ne renouera pas avec le succès des SRAM. Ce n'est peut-être pas un hasard si le dépôt de bilan d'Air Informatique, éditeur spécialisé dans le jeu d'auteur, survient à une époque charnière du jeu vidéo sur micro-ordinateur. Avec la fin des années 80 et de l'ère 8 bits, l'époque où des passionnés créaient pendant leur temps libre des jeux rivalisant avec les studios professionnels s'éteint lentement. Si Jacques et Monique et Serge, Ludovic et Nicolas Auduc feront tous carrière dans l'informatique, aucun d'eux ne reviendra au monde du jeu vidéo. Mais ils lui laissent en héritage des jeux joyeux et colorés dans lesquels le joueur nostalgique se replongera avec plaisir.